tous, c'est Laurent-Frédéric Gollet, ravi de vous retrouver, l'Afterlap, le podcast du sport auto. Une semaine spéciale 24 heures du Mans, hein, vous le savez, on est déjà arrivé à la fin de cette série et j'ai gardé, non pas le meilleur pour la fin parce que les autres étaient des grands invités, mais en tout cas un pilote actif qui va participer à la 88e édition, vous le voyez, c'est Thomas Laurent qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour. Bon, alors Thomas, on va évidemment prendre de tes nouvelles. La veille d'une grande course comme ça, j'imagine que ce sont toujours des moments un petit peu spéciaux ou un état d'esprit un petit peu particulier. On a réalisé cet entretien la veille des premiers essais, on va dire ça globalement. Donc on va rester assez général. Mais ma première question, elle est évidente. Thomas, comment tu vas au niveau de la santé ? Comment ça se passe au niveau de ton organisation, des tests, tout ça, j'ai un peu envie de savoir. Tout va bien, la santé, ça va super. Physiquement, c'est top. Voilà, j'ai passé tous les tests Covid avec succès. Malheureusement, il faut en parler aussi. Donc voilà, je suis prêt à avaler la piste, comme on dit. Bon, alors, effectivement, tu as dû fournir, au niveau pratique, tu as dû fournir un test, un certain nombre d'heures avant, j'imagine, d'arriver au Mans. Et est-ce que, si c'est le cas, tu vas nous le confirmer, et est-ce que tu sens effectivement une sorte de tension un petit peu au niveau sanitaire de la part de tout le monde qui veut être très prudent ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on reste quand même sur un événement qui est assez strict là-dessus. Donc, effectivement, on sent une petite tension qui est pas là habituellement. Mais voilà, c'est pour le bien de tout le monde. Donc, il faut faire avec. Bon. Alors tu le sais, je t'apprends rien, hein, même si tu es un jeune pilote, mais évidemment on reviendra sur tes anciennes participations dans quelques instants, qu'une quinzaine du Mans, théoriquement, c'est jamais de tout repos. Là, c'est une grande semaine. Et à peine que tu es arrivé au Mans, ça y est, tu fais déjà l'actu parce que ton équipe Alpine annonce son passage en P1 l'année prochaine. Bon, alors j'imagine que tu étais peut-être un petit peu au courant. Comment tu vis ça ? Oui, j'étais un petit peu au courant. Voilà, fallait garder un petit peu le secret jusqu'au jour J. Donc voilà, ça tombe le premier jour de la semaine du Mans. Donc voilà, un gros impact juste avant le Mans. Donc c'est ce qu'on voulait. Voilà, moi je suis très fier d'être à l'heure actuelle dans l'écurie Alpine en LMP2 qui va donc, comme on le sait, participer en LMP1 dès l'an prochain. Donc se battre aux côtés de Toyota, c'est pas rien. Donc voilà, j'espère faire partie de l'équipe quand même, parce que voilà, en tant que pilote français, c'est vrai que défendre les couleurs bleu, blanc, rouge, ça ferait du bien, ça serait top de l'entendre sur le plus haut du podium des 24 heures du Mans. Après la victoire de Pierre Gasly à Monza, ça serait top d'entendre la Marseillaise de nouveau. Eh bien écoute, puisque tu en parles, et j'avais prévu de parler de ça plus tard, mais allons-y. Je repense évidemment à ce que tu as connu en 2017, hein, tu me vois venir, où quelques heures avant l'arrivée, tu es en tête des 24 heures du Mans. Si un jeune Français de 20 ans avait gagné Le Mans en 2017, c'est sûr, ça aurait été, pour nous en tout cas, les commentateurs, mais pour tout le monde j'en suis sûr, un impact aussi important que la victoire de Pierre Gasly à Monza. Comment tu t'en souviens de ce moment forcément qui reste gravé en toi, j'imagine ? Ouais, effectivement, c'est en moi, c'est dans ma peau à l'heure actuelle, donc c'était un souvenir juste incroyable. J'étais pas au courant, moi, quand j'étais en tête dans la voiture, donc les ingénieurs ne m'avaient pas prévenu. Une Porsche sur le côté de la piste, mais après il en restait encore deux en course, donc voilà, j'avais pas forcément réfléchi à l'issue de la course. Mais c'est quand je suis rentré au stand que j'ai vu toute cette troupe de journalistes, de photographes autour de mon box quand je suis descendu de la voiture, que je me suis dit c'est bizarre, hein, il se passe quelque chose. J'ai été voir sur le pit wall et effectivement on était tout en haut du classement et c'était quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai que pendant quelques instants on s'est dit on va peut-être le faire. Mais après quand on a vu les chronos que la Porsche faisait pour revenir aux avant-postes, on s'est tout de suite dit pour rester les pieds sur terre, ça passera jamais. Et voilà, c'était quand même une très très belle édition. C'était jamais fait dans l'histoire. Une LMP2 sur le podium général. Général, tout à fait, ouais. Donc ouais, c'était vraiment un souvenir incroyable. Et de voir toute cette foule dans la pit lane une fois sur le top du podium, c'est juste incroyable. Et alors si je te dis, pour continuer dans l'analogie, que tu es un petit peu peut-être le Pierre Gasly de l'endurance, ce jeune Français sur lequel on se focalise et sur lequel on aurait tendance à parier s'il fallait un jour faire quelque chose de très très grand, très très fort. Tu le vis comment ? C'est un honneur. C'est un honneur parce que voilà, moi j'en ai un petit peu bavé, mon entourage aussi pour arriver là. C'était pas de tout repos.
Et voilà, j'ai créé une petite brèche au niveau des jeunes dans l'endurance. Et on évoque souvent mon cas pour parler de l'endurance en disant que là, j'ai ouvert une nouvelle porte. Et on le voit de plus en plus avec les séries en LMP3 où on voit de plus en plus de jeunes, en LMP4 aussi, enfin dans tout le monde de l'endurance. Et voilà, si c'est réellement le cas, bah, j'en suis fier et tant mieux. Parce que voilà, moi, l'endurance, c'est vraiment mon sport de cœur. Et voilà, avoir cet esprit familial, de partage, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Si de nos jours il faut citer un pilote français qu'on peut voir dans n'importe quelle équipe dans le monde d'endurance, dans n'importe quel programme, c'est toi. Enfin, t'es pas le seul, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est toi qu'on citera spontanément dans le top 3, top 5 maxi, quoi. Donc tu as acquis un poids incontestable en quelques années seulement. Ouais, c'est vrai que c'est monté assez vite. Jusqu'en LMP1, jusque même en LMP1 avec Toyota en tant que pilote de réserve. Donc ouais, c'est vrai que c'est monté très, très rapidement. Donc pourquoi pas l'an prochain revenir en catégorie Rennes avec Alpine. Bon, alors effectivement, tu ne nous livres pas tout, mais on imagine qu'en tout cas, tu pourrais faire sans partie problème de l'équation, ça c'est sûr. Puisque tu en parles, et je me permets de te le demander franchement, avec Toyota, mais il y a toujours des liens ou pas alors en fait? Il y a des liens d'amitié parce que voilà, c'est pareil, ça reste une grande famille, que ce soit le sport automobile ou Toyota lui-même. Mais voilà, on a mis fin au contrat dans on s'est bien entendu sur la fin du contrat. Il n'y a pas eu de cassure ou quoi que ce soit. On est toujours en lien, etc. Surtout après mon crash à Spa où voilà, toute l'équipe Toyota quasiment m'a appelé pour me demander comment ça allait et voilà, pour en discuter. Donc voilà, ça reste quand même une grande famille. Moi, je suis toujours en bon terme avec eux. Et voilà, ça se trouve, qui sait, dans 2, 3, 5, 10 ans, je serai de nouveau pilote Toyota. Donc voilà, il ne faut jamais se fâcher avec personne. Et puis, il faut laisser le futur faire les choses. Bon, ok, merci pour ta franchise et ta réponse. Comment tu vas depuis cet accident à Spa, effectivement, hein? Sacrée image qui nous a fait un petit peu peur. Oui, après, voilà, plus de frayeur que de mal, ça c'est sûr. C'est vrai que les images étaient assez impressionnantes. Je les ai revues quelques minutes après l'accident en direct. Donc voilà, de l'intérieur, c'était pas non plus joli à voir. Mais voilà, c'est comme ça, ça arrive à tout le monde, même à des grands pilotes de Formule 1. Donc voilà, ça fait partie de l'expérience. On apprend, on n'oublie pas, mais on passe au-dessus. Et puis on en tire toutes les bonnes conséquences. Et puis voilà, on va de l'avant. Alors on va en arriver vraiment à Le Mans 2020, ta participation au sein de cette équipe Alpine bien sûr. Juste ton double programme. Hein, WEC Alpine, bien sûr, Le Mans qui arrive, ELMS avec le Graph. Bon, comment ça se passe de passer de l'un à l'autre? Pas de problème? Non, pas de problème, ça reste la même voiture. Donc évidemment, c'est un gros plus. Après, certes, c'est pas non plus les mêmes setups, c'est pas la même écurie, donc il y a un petit peu de différence, mais voilà, dans l'ensemble, ça reste la même chose à conduire. Donc moi, je suis très satisfait d'avoir un double programme à l'heure actuelle. Ça me permet d'emmagasiner un maximum de roulage, surtout dans la même voiture. Et qui plus est, deux voitures très compétitives. D'une part en LMS chez Graph et de l'autre part en WEC avec Alpine. Donc voilà, en LMS et en WEC, de grandes chances de victoire sur chaque course, avec plus ou moins de chance malheureusement et chez Graph et chez Alpine. Mais voilà, c'est le sport automobile, on ne peut pas avoir et la pointe de vitesse et la chance avec nous sur toutes les courses. Donc voilà, on va attendre que le chat noir s'en aille du garage et puis en espérant ramener une coupe à la maison. Oui, parce que j'allais te dire, dis donc, les Anglais de United, là, il y en a un petit peu marre, non? Ils gagnent tout, hein, depuis le début de l'année. Effectivement, ils gagnent tout, puis j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus chanceux, parce que voilà, avec ces histoires de safety car, ils ont, faut le dire, hein, au deuxième Castellet, ils ont fait vraiment une très mauvaise stratégie. C'était un coup de poker, hein, certes, mais voilà, c'était pas en leur avantage. Et ce fameux safety car qui leur redonne l'avantage juste avant la fin, et c'est comme ça. Ouais. Un jour, on aura aussi la chance, et voilà, on essaiera de briller sur la première marche. Dis-toi que comme ils ont tout gagné depuis le début de l'année, ils arrivent au Mans et ils vont se mettre eux-mêmes la pression finalement, parce que c'est vrai que
Pour eux, on peut penser que ce serait idiot d'avoir tout gagné pour échouer à la course la plus importante. On peut se dire qu'à la rigueur, ça y est, il faut y aller, mais il n'y a pas l'obligation d'être sur la lancée. Il y a un peu l'obligation de résultat quand même, hein, Thomas, parce que Alpine, je t'apprends rien, double tenant du titre, 3 fois vainqueur, c'est aussi une équipe un peu référence en P2. Alors est-ce que on la sent un petit peu cette pression de l'intérieur, si je puis dire? Ouais, mais c'est une pression qui est, allez, on va dire, plutôt agréable, dans le sens où voilà, on arrive pas du tout en terre conquis, ça c'est sûr. C'est pas parce que Alpine a gagné 2 fois le Mans les 2 dernières années que on sait qu'on va le gagner cette année. Le niveau est très très élevé, encore une fois. Quand on va mélanger l'équipe ELMS et l'équipe WEC, là ça va causer un peu sur la piste. Donc voilà, il va falloir sortir les tripes, aller la chercher. Et voilà, la question que moi je me pose et qu'on se pose, c'est est-ce que ça va être une course d'endurance de 24 heures ou une course sprint de 24 heures? Oui, je crois que poser la question, c'est déjà un petit peu y répondre, si tu me permets de dire tout à fait. Mais dis donc, tes 2 dernières participations qui étaient donc après ce coup d'éclat de Jackie Chan il y a 3 ans, donc 2 ans chez Rébellion en P1, où tu es encore une fois monté sur le podium en 18 et 5e, donc 3 participations, 3 top 5, dont 2 podiums. Pas mal, hein, Thomas, hein, t'en es bien fier, je suppose, quand même. Ça va. Les statistiques, pardon, sont pas mauvaises. D'accord. La question c'est oui, redescendre de P1 à P2, c'est pas quand même un drame. Non, pas du tout. Non, au contraire, c'est se battre à l'heure actuelle en LMP1, c'est pour moi moins glorieux que se battre en LMP2 à l'heure actuelle. Je pense que le changement de règlement va complètement inverser cette tendance-là. Donc c'est pour ça que je l'attends et qu'à mon avis on l'attend tous avec impatience. Mais voilà, à l'heure actuelle en LMP2, on a des choses à prouver aussi. Et je pense que l'an prochain, je parle au nom d'Alpine et non de moi, hein, mais je pense que voilà, en tant que nouvel arrivant dans la catégorie, je pense qu'ils auront aussi des choses à prouver auprès d'une firme comme Toyota. Comment ça se passe avec André Negrao et Pierre Rag? Écoute, super bien. On a vraiment des très très bons atomes crochus avec André et Pierre. André est venu passer quelques jours chez moi au Sable d'Olonne. Donc on a pu faire un peu de sport ensemble, voilà, pratiquer un peu de sport nautique, vélo, course à pied. Donc on a pu créer un lien assez fort et quasiment de grand frère, petit frère. Et même cette fameuse barrière de langue ne nous dérange vraiment pas du tout. Il comprend très bien le français, il le parle un petit peu quand il en a envie. Bon, malheureusement, le portugais, c'est loin d'être le cas. Mais voilà, en anglais, ça passe tout seul. Et non, on s'entend vraiment très très bien. Et puis avec Pierre, ça passe aussi. Voilà, c'est notre petit Silver, notre petit chouchou, et voilà, ça se passe très bien. Mais quand vous êtes à la radio, dans l'équipe, dans la course, avec ton ingénieur, c'est en français ou en anglais? Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'essaie de parler en anglais parce que voilà, j'aime bien que André, quand il est à la radio, il comprenne, parce que voilà, le français, certes, il comprend, mais avec la radio, le bruit des moteurs, etc., ça grésille un peu et c'est pas forcément très clair. Donc voilà, plus je parle dans une langue où on se comprend tous, mieux c'est. Voilà, je sais qu'après, Linger et Pierre parlent souvent en français parce que justement, à cause de cette fameuse mauvaise liaison, il peut y avoir des quiproquos. Donc voilà, ça va dans leur sens, c'est tant mieux. On ne veut pas de quiproquos sur la piste, dire rentre au stand, alors fallait pas. Donc, ouais. D'accord. Alors parle-moi un peu du format cette année quand même de l'avant-course, j'ai envie de dire, parce que donc la grande nouveauté c'est la fameuse hyperpole, où les 6 premiers de chaque catégorie vont se retrouver, pour son nom l'indique, oui, une hyperpole. Est-ce que d'abord tu considères que c'est important d'être en pôle, éventuellement au Mans en P2? C'est toujours bien de se montrer. Vu la grille qu'on a à l'heure actuelle, c'est vrai qu'effectivement, faire une pole, à mon avis, c'est pas rien non plus. Mais après, ça reste pas la clé pour gagner les 24 heures du Mans. Nous, notamment, on le voit. Je vais plus prendre l'exemple de Grave parce que c'est plus parlant, dans le sens où depuis les 2 premières courses, on part 12e et 14e, je crois, et on finit 2e à chaque fois. Donc ça veut rien dire, et c'est que des courses de 4 heures. Donc là, sur une course de 24 heures, il peut se passer beaucoup plus de choses. Donc voilà,
moi et Alpine allons travailler dans le sens de la course. Voilà, si on peut aller titiller un petit peu la Super Pole, on le fera, mais sinon on va se concentrer sur la course et c'est ce qui nous importe. Bon, alors il y a une qualif, après les essais libres, une qualif qui va déterminer si vous faites partie des 6 premiers, la fameuse Hyperpole, et on sait que celui qui prend le départ, c'est pas rien. Est-ce que déjà vous vous êtes répartis les rôles? Non, pas encore. Pas encore. Je pense que l'ingénieur a une petite idée. Après, voilà, il ne souhaite pas nous le dire à l'heure actuelle. Je pense qu'on en saura plus après les premières FP. Donc, à voir. D'accord. Le fait qu'il va y avoir plus de 11 heures de nuit, je ne sais pas si tu es au courant des heures de lever de soleil et de coucher de soleil, bon, c'est vrai que ça change, c'est fou. Est-ce que pour toi, ça peut être un souci? Un souci, pas du tout. Après, ça va être plus à l'ingé de manager ça, parce que moi, j'adore rouler de nuit. C'est l'une de mes disciplines, entre guillemets, favorites. Donc, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Bon, c'est une bonne chose. Les températures, éventuellement, peut-être plus fraîches qu'au mois de juin. Est-ce que ça peut aussi avoir une incidence selon toi? Bon, plus fraîche, vu la météo qui est annoncée au moment, on est entre 28 et 32 degrés, donc plus fraîche de quelques degrés. Après, voilà, on a un petit doute sur le dimanche au niveau de la météo. Est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Ça annonçait un peu de tonnerre, donc qui dit tonnerre dit peut-être pluie. Alors, il va falloir guetter ça parce que dimanche, ça fait partie de la fin de course. Donc voilà, il va falloir être attentif et pas se tromper sur les bons pneus à mettre, etc. Bon, et puis dernière question évidente, évidemment, que penses-tu de ce huis clos? Je pense que comme tout le monde, c'était inévitable, et le plus important c'est que le Mans ait lieu, je crois qu'on est tous d'accord, mais malgré tout, ça t'embête un peu tout ça? Personnellement, d'un point de vue en tant que juste pilote, c'est pas dérangeant qu'on fait dans la voiture. Après, vue de l'extérieur de la voiture, c'est vrai que c'est un peu moins attrayant si je peux me permettre, parce que voilà, il n'y a pas toute notre famille, tous nos partenaires qui sont là pour nous aider tout au long de cette fameuse saison. Le public aussi qui est super important, les fans, il n'y a pas ce petit quart d'heure, cette petite demi-heure en sortant du paddock à faire des interviews avec eux, à discuter de tout et de rien, faire des photos, des autographes, etc. Là, on va aller à l'hospitalité en 30 secondes pour manger, alors que l'an dernier, c'était peut-être en 15-20 minutes. Donc, ça va changer la donne. C'est vrai que c'est dommage de voir personne. Mais bon, après, c'est pour notre sécurité, c'est pour la leur aussi. Et j'espère quand même qu'ils vont se régaler devant leur télé. Bon, écoute, en tout cas, tu sais que tu vas participer à une édition amenée à être pas complètement historique, parce que tu sais que ça a déjà eu lieu, ça a déjà été repoussé une fois le Mans, mais enfin bon, c'est rarissime, donc effectivement, ça va être une édition assez incroyable, dans des conditions en tout cas jamais vues. Et puis Thomas, je sais pas si t'es un peu superstition, non? T'en as avant des courses comme ça? T'as des rites ou pas, non? Non, j'ai rien de spécial. J'essaye de bien faire le vide autour de moi. Là, le vide s'est fait malheureusement naturellement. Donc voilà, je vais essayer de rester proche de mes proches, justement, au téléphone, pour les garder en éveil de ce qui se passe. Parce que voilà, mes parents sont fans de ça, ils tiennent un circuit de karting, donc forcément ils ont ça dans le sang aussi. Je pense que d'ailleurs ils m'ont transmis. Et puis voilà, on va essayer de garder toute la petite famille au courant, ma copine, mes parents, etc. Mesdames et messieurs, Thomas Laurent était l'invité de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Thomas, écoute, c'est très sympa de ta part, parce qu'on sait que c'est une semaine évidemment pas évidente pour tout le monde, et notamment pour les pilotes qui vont être au départ, donc bravo, merci, bonne continuation à toi, on te suit évidemment, tu le sais, très attentivement, et écoute, j'espère qu'on pourra prendre de tes nouvelles aussi régulièrement et prochainement dans l'Afterlap. Merci Thomas. Avec grand plaisir, merci à vous. Salut. Ouais. Ciao.